Et la vérité, c'est que la dette, c'est chacun d'entre nous. La dette, c'est chacun d'entre nous et c'est la raison pour laquelle nous allons, en ces temps troublés et où l'enjeu est plus que jamais démocratique, prendre la question à bras-le-corps avant même de se demander quelle solution appliquer. Il nous faut comprendre comment a-t-on atteint ce niveau d'endettement que beaucoup décrivent comme alarmant, on l'entendait à l'instant. Chacun y va de son analyse, trop de dépenses, pas assez de recettes, dérapage incontrôlé, modèle structurellement déficitaire, contexte économique bouleversé et ce, depuis au moins les années 70. Nous remontons donc aujourd'hui aux origines de cette dette devenue ennemi public numéro 1 avec nos deux invités Mathieu Plane et Isabelle Tisse-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Mathieu Plane, vous êtes économiste, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et Isabelle Tisse-Saint-Jean, vous êtes également économiste, professeure à Sorbonne Paris-Nord. Et je rappelle que vous êtes avec nous à distance. Alors Isabelle Tisse-Saint-Jean, peut-être un tout petit peu de pédagogie avant de commencer. On entendait parler de 3 550 milliards d'euros de dette, 3 345,5 milliards d'euros si on veut être précis, selon les chiffres annoncés le 26 juin dernier par l'INSEE. Soit 113,9% du PIB français. Mais il faut avant toute chose distinguer ce qui relève de la dette publique, de la dette extérieure. On entendait Jean-Luc Mélenchon nuancer les propos dans le sonore que vous entendiez à l'instant. Il y a la dette de l'État aussi. Alors très concrètement, Isabelle Tisse-Saint-Jean, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? De quoi parle-t-on quand on parle de dette publique? Alors, déjà la première chose, il me semble, c'est faire comprendre que la rhétorique utilisée a priori comme ça de bon sens sur la dette des ménages, le surendettement, en fait c'est une rhétorique qui n'a absolument aucun sens. Que la dette publique, qui est principalement celle de l'État, parce que c'est essentiellement l'État par rapport aux autres institutions qui est endettée. Cette dette publique, c'est pas comme un ménage qui s'endette. Pourquoi c'est pas comme un ménage qui s'endette? Parce que l'État a des caractéristiques qui sont tout à fait atypiques par rapport à vous et moi. La première chose, c'est qu'il a une durée de vie infinie. Et oui, nous ne sommes pas éternels. Il va faire voilà. Donc il va faire ce qu'on appelle rouler sa dette, c'est-à-dire qu'il a une masse de dette, et puis il y a une partie de la dette qui arrive à échéance, qu'il doit rembourser. Et donc pour rembourser cette partie qui arrive à échéance, il se réendette. Et il pousse devant lui la dette. Et c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas problématique en soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'État, là aussi, contrairement à vous et à moi, il a une capacité assez extraordinaire qui est celle de lever l'impôt, ce que nous n'avons pas. Donc déjà, ça fait deux énormes différences qui font que quand on parle de dette, il ne faut pas mobiliser le soi-disant bon sens, et que c'est pas ça qui va être problématique. Donc ça, premier élément. Deuxième élément, quand on regarde ce qui est problématique, c'est pas le niveau en euros. Bon, déjà, ça veut pas dire grand-chose. Donc il faut toujours ramener à ce qu'on appelle la richesse créée dans un pays, qui est mesurée par cet indicateur, alors qu'il y a plein de défauts, mais malgré tout, qui sert au moins à ça, qui est le produit intérieur brut. Donc il faut raisonner en termes de PIB et regarder l'évolution en termes de PIB. Mathieu. Donc ça, c'est la première chose. Troisième élément, il faut à la fois regarder nos spécificités, mais se remettre dans un contexte qui est un contexte général. Les marchés financiers sont internationalisés. Effectivement, une grande partie de la dette est détenue par des investisseurs étrangers, à plus de 50%. Et donc, il faut regarder par rapport aux autres. Et alors, c'est là où ça devient très compliqué, mais on y reviendra peut-être, c'est que, effectivement, par rapport à l'Allemagne, la dette de la France s'envole et c'est pas récent, ça s'est accéléré avec la crise Covid. Il y a une autre accélération avec la crise des années 2000, mais en gros, l'accélération elle est bien antérieure. On va revenir, Isabelle Tisse-Saint-Jean, sur les origines effectivement de ces accélérations. On comprend bien grâce à vous les grandes caractéristiques de cette dette dite publique. Mathieu Plane, il y a un autre signal d'alarme qui est tiré très très souvent, c'est celui d'un déficit public, cette fois qui atteint 5,8% du PIB
PIB en 2024. C'est effectivement le déficit le plus élevé de la zone euro. Là encore, il faut bien remettre les choses à plat. Qu'est-ce qui distingue la dette de ce déficit et puis quel lien faire entre déficit et dette? Oui, c'est bien de rappeler ça. Il y a effectivement un lien qui est évident, c'est que le déficit, c'est le rapport entre les dépenses d'une année, dépenses publiques, et les recettes publiques. Et donc, effectivement, vous avez un déficit public de 5,8% du PIB. Ça veut dire que vous avez, pour 5,8 points de PIB, plus de dépenses que de recettes publiques. Donc, c'est ça, un déficit. Et la dette représente plus ou moins le cumul de ces déficits sur le passé. Donc, forcément, vous accumulez de la dette en faisant des déficits. La question, aujourd'hui, qui se pose, que vous avez dit, c'est que au fond, la dette publique, il y a des trajectoires assez communes, en fait, des grands pays de l'OCDE qui sont liés à des chocs macroéconomiques. Et on le voit très clairement depuis 2008, on a des marges d'escalier, avec d'abord la crise financière, puis on a eu la crise Covid, crise énergétique. Mais la singularité française aujourd'hui, qui peut poser problème, c'est effectivement plutôt son déficit, en réalité. Peut-être plus que sa dette. Pourquoi ? Parce que ce déficit aujourd'hui, à près de 6 points de PIB, d'abord, on a du mal à savoir comment vraiment on va le résoudre, premièrement. Et deuxièmement, c'est un déficit qui est d'un niveau qui fait qu'on a une dette publique qui dérive, en réalité. Et c'est pour ça qu'il faudrait retrouver une sorte de déficit public assez proche de 3 points de PIB. Pourquoi ? Parce que c'est le niveau de déficit qui permet de stabiliser la dette en point de PIB. Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un budget à l'équilibre pour stabiliser la dette en point de C'est une PIB. question de dynamique. Voilà, c'est une question dynamique, donc on ne va pas rentrer dans cette complexité, mais d'où, et c'est peut-être ce qui inquiète aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maîtrise sur la trajectoire de dette publique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas soutenable, mais qu'à un moment donné, il va falloir la stabiliser. Pour la stabiliser, effectivement, il va falloir réduire ce déficit. Et d'où l'idée, Mathieu Plane, je rebondis sans rentrer encore une fois dans les détails trop techniques, mais d'où l'idée que lorsque l'INSEE nous a annoncé vendredi dernier, il y a 3 jours, que finalement, ce qui ressemble à une bonne nouvelle, que finalement ce déficit serait plutôt de l'ordre de 5,4% du PIB, et c'était son état fin juin, c'était également le cas fin mars. En fait, on ne peut pas vraiment s'en réjouir, c'est pas forcément un indice qui nous est... On prend toutes les bonnes nouvelles, vous savez, on prend toutes les bonnes nouvelles qui passent. Mais non, en tout cas, ça veut dire que le déficit se réduit. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas de la comptabilité. En fait, la comptabilité, c'est de dire, voilà, le déficit, à ce niveau-là, il peut stabiliser la dette publique en point de PIB. Mais attention, et ça, c'est vrai qu'on l'a quand même souvent répété, c'est que dire, par exemple, il faut réduire très vite les déficits pour stabiliser la dette, le problème, c'est que c'est pas indolore sur l'économie. Et qu'il faut trouver une forme de trajectoire optimale, c'est-à-dire réduire les déficits sans casser la croissance. Pourquoi ? Ça a été rappelé par Isabelle Tisse-Saint-Jean juste avant, c'est qu'il y a un autre élément qui est important qui s'appelle le PIB. Et donc la croissance. Et c'est le dénominateur, c'est-à-dire vous avez un ratio, c'est déficit sur PIB ou dette sur PIB. Et donc la soutenabilité de cette dette dépend aussi de la trajectoire du PIB. Et donc si vous tapez trop fort sur l'économie, vous cassez le PIB, casser sa trajectoire, et donc le ratio baisse pas en fait. Et donc vous avez perdu des deux côtés. Et donc il faut trouver une forme de trajectoire optimale, de sérieux, de soutenabilité, de crédibilité sur le moyen terme. Vous pouvez pas le faire comme ça en 1 an ou 2 ans, ça veut dire qu'il faut l'étaler dans le temps, mais faire en sorte que ce soit absorbable par l'économie. C'est toute la difficulté en fait dans l'analyse macroéconomique qui ne va pas se résumer à de la simple comptabilité en fait. Et on comprend d'où l'importance aussi d'avoir de bons chiffres de la croissance. Oui, bien sûr. La croissance bien sûr, c'est même... Et donc, celle de la question aussi de l'efficacité des dépenses dans une certaine mesure. Alors, on va reprendre les choses, remonter un fil chronologique. Isabelle Tisse-Saint-Jean, on se souvient, même pour celles et ceux qui ont la mémoire courte, on se souvient qu'on a beaucoup parlé de dérapage à un certain moment, et notamment l'année dernière. C'était un dérapage des finances publiques. C'était le terme employé notamment par les sénateurs de la Commission des finances qui s'étaient penchés sur la dégradation des comptes publics qu'ils observaient depuis octobre 2023. Le déficit s'élevait alors à 5,5% du PIB au lieu de 4,4% visé. Il avait même atteint au cours de l'année 6%. Selon un rapport de la Cour des comptes, l'essentiel de la dérive est imputable à l'année 2024 elle-même. Révision de la baisse de la croissance, justement, on en parlait. Faible progression spontanée des prélèvements obligatoires, notamment de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Tout cela a minoré de 0,5 points de PIB par rapport aux prévisions. Isabelle Tisse-Saint-Jean, que s'est-il passé très concrètement à ce moment-là ? Et est-ce qu'on peut faire un lien entre ce dérapage sur une année seulement et le niveau de la dette tel qu'on l'observe aujourd'hui ? Alors non, même si c'est vrai que quand on regarde un peu la situation de la France par rapport à nos homologues européens,
Donc, il y a dans le moyen-long terme, il y a une aggravation par à-coup, mais il y a une aggravation de la situation de la France. Mais ces 2 dernières années, ça s'est vraiment accéléré. Et comme l'expliquait très, très justement Mathieu Plane, c'est du côté des recettes qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui est atypique par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent cette espèce de dérive où vous voyez, eh bien, effectivement, les recettes qui baissent. La dépense, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, quoi. C'est pas, et contrairement, il y a eu toute une polémique, je sais pas si les auditeurs s'en souviennent, autour des dépenses des collectivités territoriales qui seraient responsables de la gabegie, etc. Parce que c'était notamment ce qu'avait dit la Cour des comptes à cette époque-là. Oui, et ce qu'avait pas mal repris le gouvernement jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il allait se fâcher avec tous les élus locaux. Donc, ils ont fait un peu du rétro-pédalage. Donc, c'est vraiment... il s'est passé quelque chose, alors qui, effectivement, est lié à ce qui s'est passé sur la croissance. Alors, c'est là où c'est extrêmement compliqué. C'est qu'est-ce qu'il en est de la responsabilité de la politique menée par la France et qu'est-ce qu'il en est de la conjoncture internationale. Et quand on regarde la situation allemande, on se rend bien compte que, oui, tout ne se résout pas avec une politique nationale, mais qu'il y a des facteurs qui sont internationaux. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé sur la croissance, il y a quelque chose qui s'est passé sur les prévisions de recettes. Bercy, alors là, ça devient vraiment très technique, mais a mal évalué un indicateur, un paramètre. Il a fait une mauvaise évaluation et donc on a vu les comptes qui étaient encore plus mauvais que ce qu'on craignait, quoi. Bon, même si... Et c'est là où il faut reprendre un petit peu de recul, même si quand même, cette situation française, il faut vraiment remettre les choses. C'est pas, comme le disait le Patrick Martin, c'est pas la hausse des dépenses publiques. En point de PIB, la dérive, elle vient, c'est très clairement montré, notamment dans des notes auxquelles a participé Mathieu Plane, c'est très, très clairement lié, si on regarde sur le moyen terme, si on revient au début du quinquennat, oui, c'est des baisses de prélèvements qui n'ont pas été compensées. Et on a une dépense publique. Alors, faut évidemment enlever l'épisode Covid qui est tout à fait atypique, mais sinon, on a des dépenses publiques qui restent à peu près stables, même s'il y a des très grandes réorganisations à l'intérieur de ces dépenses publiques qui ne sont pas sans impact sur la croissance. Mais en revanche, donc en termes de dynamique, c'est bien une baisse des recettes qui explique ce creusement-là de ces dernières années du déficit qui est là, pour le coup, propre à la France. Parce que sinon, encore une fois, et la trajectoire de la dette et même, quand même, la trajectoire des déficits, la France, c'est pas un cas complètement particulier, sachant que, et je finirai là-dessus, évidemment, la France est un cas particulier dans le poids et de la dépense publique et des prélèvements obligatoires dans l'économie. À la fois pour des raisons purement comptables, mais aussi pour des raisons très profondes, des raisons un peu historiques, qui est, oui, en France, le poids de l'État dans l'économie est très important dans la socialisation d'un certain nombre de secteurs, et puis depuis quelques décennies maintenant, dans son soutien à l'activité économique auprès des entreprises selon différentes modalités. Et je rappelle, à titre informatif, que la dette publique est constituée à 8,7% par les administrations de sécurité sociale, à 7,8% par les administrations locales, et la quasi-totalité du reste, nous l'avons dit, c'est l'État, à un peu plus de 81%. Mathieu Plane, il faut quand même faire un point assez franc ici. On l'entendait dans la bouche d'Isabelle Tisse-Saint-Jean. La question, c'est celle des recettes qui n'ont pas été suffisantes plus que des dépenses. Mais pourtant, si on se dit, en fait, on a l'impression qu'il y a un peu que des exceptions. Qu'il y a eu, certes, la crise Covid qui a pesé aussi en termes de dépenses, qu'il y a eu cette fameuse année 2024 où tout de même la Cour des comptes a épinglé effectivement les administrations locales qui ont pesé. Ça a été calculé en termes de, je crois, 0,2% de points de PIB à ce moment-là. Donc on a l'impression qu'il y a plein de petites exceptions qui s'accumulent, mais qu'il y a toujours un peu en filigrane cette question des dépenses qui revient malgré tout, quels que soient les rapports.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Alors, ça a été dit, mais c'est vrai qu'il y a eu d'abord cette très mauvaise surprise de 2023-24 sur le déficit public, qui a créé un peu une panique en réalité. C'est-à-dire qu'on ne l'attendait pas à ce niveau. Ça a été dit, pourquoi? Parce que les rendements fiscaux n'ont pas été bons, alors qu'ils ont été très bons par le passé. Oui, il y avait un Et, effet, et oui, oui, ouais, de en fait, on a un comparaison. effet de cliquet. C'est le contre-coup qui n'a pas du tout été anticipé. Et en gros, on a 2 points de PIB qui se sont baladés comme ça, d'un côté positif et qui sont revenus négatifs. C'est-à-dire que du coup, en 2022, finalement, personne n'avait conscience que la situation budgétaire était finalement peut-être beaucoup plus inquiétante qu'on croyait. Je rappelle, 2022, on a un déficit public à 4,7 points de PIB, alors qu'on est encore en pleine crise énergétique et qu'il y a un bouclier tarifaire. Et donc, on se dit, finalement, la situation n'est pas si grave et on va revenir facilement aux 3. Sauf qu'effectivement, on a eu un contre-coup, on a à peu près 2 points de PIB de perte de recettes fiscales liées à ces fameuses élasticités, on ne va pas rentrer dans la technique, et on se retrouve avec une facture, j'allais dire un déficit en sortie de crise qui est beaucoup plus élevé que ce qui avait été anticipé. Ce qui est embêtant parce que du coup, vous n'avez pas forcément prévu cette situation. Après, si on regarde un peu plus structurellement, effectivement, ce qu'on voit depuis 2017, c'est plutôt dans le déficit qui s'est creusé, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut dire ça, c'est que maintenant, le déficit, ce qui est embêtant, c'est qu'il est principalement structurel. Des fois, on peut dire c'est conjoncturel, c'est lié à une crise, c'est lié à des choses exceptionnelles. Là, non, désormais, on n'est pas dans une situation, on n'a pas une économie en forte croissance, mais on n'a pas une situation particulièrement de crise, et donc, il est quand même principalement structurel. Et quand on regarde cette dérive du déficit plutôt structurel, effectivement, c'est la baisse des prélèvements qui l'explique pour 2,5 points de PIB à peu près, notamment, et pour un certain nombre de mesures qui, en réalité, n'ont pas été financées. C'est-à-dire que ce qui a posé problème, ce n'est pas les mesures qui ont été prises, c'est qu'à aucun moment s'est posé la question de comment le financer. Alors à ce moment-là, il aurait fallu, c'était un choix politique, est-ce qu'il fallait réduire la dépense publique? Est-ce qu'il fallait remonter d'autres impôts, d'autres fiscalités? En tout cas, vous voyez que le tournant, pour moi, il est assez clair, c'est la crise des Gilets jaunes. Et puis après, les différentes crises où vous avez des mesures permanentes qui vont être prises. Crise des Gilets jaunes, c'est un tournant pour des mesures fiscales pour redonner du pouvoir d'achat. Une fois de plus, ces mesures peuvent être légitimes. Mais vous avez ça. Après, on a la suppression de la taxe d'habitation pour tous. Après, on a la baisse des impôts sur la production en mesure de relance. Mais sauf que la baisse d'impôts sur la production, c'est chaque année. C'est pas une relance, c'est pas temporaire. Et donc, vous accumulez comme ça des mesures qui ont des effets permanents, qui sont récurrentes. Et là, vous dites en sortie de crise, ah bah ouais, mais c'est embêtant parce qu'en fait, on n'a pas perçu qu'il y aurait un problème de financement. On pensait, pas nous, mais le gouvernement, que la croissance serait peut-être suffisante pour combler tout ça et que finalement, il n'y aurait pas de problème budgétaire. Et là, en fait, on est en train de vous amener un peu l'addition. Elle est salée, et sauf avec une crise politique qui est majeure, on ne sait pas exactement comment tout ça va se finir, et c'est ça qui est inquiétant. Vous l'avez dit, Mathieu Plane, il y a cette borne chronologique de 2017, c'est celle aussi qui est très présente dans la note que vous avez rédigée avec un certain nombre de collègues de l'OFCE et intitulée « Quelle trajectoire pour les finances publiques de la France ?» Pourquoi cette borne chronologique-là, précisément de 2017? Est-ce que c'était un point de non-retour, effectivement? C'est ce que on observe dans les statistiques? Oui, alors on aurait pu prendre une autre borne en 2017, parce qu'effectivement, c'est le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, et qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, qu'on a un déficit qui est plus ou moins proche de 3%. À ce moment-là, il est même en 2018, il sera même plus bas, on sera même en dessous des 3%. Et donc, essayer de comprendre le fait de cette trajectoire de déficit public, d'où on est parti en 2017 et où on arrive aujourd'hui, et quelles sont les explications à tout ça, pour avoir en fait un diagnostic un peu clair de la situation. Et donc voilà, et nous, on en tire des conclusions sur effectivement ces trajectoires-là. Et c'est quoi la trajectoire à venir optimale qui permettrait de réduire le mieux les déficits et stabiliser la dette sans trop casser la croissance? Donc ce qu'on comprend bien, Mathieu Plane, c'est que finalement il y a une politique fiscale de l'offre qui a été menée depuis 2017, à la fois pour les entreprises, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés par exemple, mais aussi pour les ménages. On peut citer la suppression progressive de la taxe d'habitation, donc ce qui fait qu'on a eu du mal à marcher sur ces deux jambes-là. Isabelle Tisse-Saint-Jean, si on reprend sur un terme encore plus long, il est très souvent fait référence à un espèce d'âge d'or, ces fameuses années 70 qui sont invoquées, notamment parce qu'en 1974, l'endettement de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale se limitait à 14,5% du PIB. Alors quel facteur plus structurel mettre sur la table pour expliquer cette plus grande dégradation, cette fois-ci vraiment de la dette publique? C'est là où les comparatifs internationaux sont précieux. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous allez sur le site de l'OCDE, par exemple, ou des grandes institutions, et puis vous regardez l'évolution de la dette française par rapport aux autres pays, aux autres économies avancées.
Vous vous rendez compte que la situation française n'est pas du tout atypique, hein. Il y a vraiment un accroissement général de l'endettement qui va avec une mise en place renforcée de l'État et en particulier de l'État social, enfin du rôle de l'État dans l'économie et en particulier de l'État social, hein. Tout ça est quand même assez lié à mon avis. Et alors, plus des effets conjoncturels liés aux crises et notamment au choc pétrolier, hein, ça a joué évidemment aussi, mais c'est quelque chose de plus général. Et donc, quand on regarde ça, on se rend compte que, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir, même si, hein, on l'a dit l'un et l'autre, attention, là, dans le court terme, il y a quand même un sujet de préoccupation. Mais sinon, la tendance longue, si vous voulez, de la dette française, elle suit une tendance générale, hein, vraiment, des autres économies, mis à part, et c'est là où il faut rezoomer sur l'Europe, mis à part un certain nombre de pays européens qui font exception. Et en particulier l'Allemagne, notre grand partenaire économique européen. Et où l'Allemagne, pour toute une série de raisons, notamment enfin très profondes, hein, qui relèvent de l'ordre quasiment culturel et plus qu'économique, est venue limiter son endettement. Hein, son endettement public. Là où les autres économies n'ont pas du tout fait la même chose, les autres économies développées n'ont pas fait la même chose. Et donc si on ouvre le champ et qu'on ne reste pas dans la situation européenne et qu'on prend par exemple les États-Unis ou le Royaume-Uni, vous vous rendez compte que la situation française n'est pas du tout atypique. Hein, c'est pas du tout. Donc, elle n'est pas atypique, Isabelle Tisse-Saint-Jean, mais on revient sur le problème de la croissance qu'évoquait Mathieu Plane. Est-ce que ce serait ça, peut-être un mot de conclusion, Mathieu Plane? On le sait, entre 1975 et 2023, les dépenses publiques sont passées de 46,2% à 57% du PIB. Le problème, ce n'est peut-être pas tellement cette dynamique-là que le problème du PIB en soi. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la question. Oui, disons que la soutenabilité, effectivement, peut reposer là-dessus. C'est quelle trajectoire de croissance pour l'avenir? Effectivement, ce qui est compliqué, c'est d'avoir une dépense qui n'évolue pas plus vite que ce PIB. Sinon, vous avez effectivement une dérive. Et donc, c'est comment arriver à contrôler tout ça ou comment augmenter justement la croissance à travers des mesures qui permettent de l'innovation, de la croissance potentielle, de la productivité. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Merci beaucoup à tous les deux, Isabelle Tisse-Saint-Jean et Mathieu Plane, d'avoir tenté de répondre à cette très vaste question d'aide publique. Comment en est-on arrivé là? Nous ouvrons désormais le second volet de cette émission, soit 30 minutes pour comprendre comment l'économie et les objets dont elle se saisit évoluent. Plongez donc dans l'histoire, et c'est tout particulièrement le cas aujourd'hui, puisqu'on ne s'interdit pas de remonter jusqu'à la préhistoire.